J'ai reçu de Monsieur Christian Jacob et des membres du groupe Les Républicains une motion de rejet préalable déposée en application de l'article 91 alinéa 5 du règlement. La parole est à Monsieur Christian Kert. Merci, Monsieur le Président. Moi, j'aurais pensé que ce débat avait besoin de beaucoup plus de sérénité que l'expression affichée par Madame la Présidente de la Commission. Mais, Madame la Ministre, je voudrais d'abord vous remercier. Ce sera peut-être le seul moment, mais je vais le faire. Je voulais vous remercier pour avoir bien voulu rappeler qu'il y a 42 ans, quasiment jour pour jour, ici même, à cette tribune, c'est une ministre issue de nos rangs qui... C'est une ministre issue de nos rangs. Mes chers collègues, il y a un orateur qui s'exprime, on l'écoute. Qui s'exprimait ici. Nous vous écoutons, Monsieur Kert. Merci, Monsieur le Président. Vous seul avez la parole. Et qui, au terme d'un débat d'une grande intensité et d'une grande humanité, allait permettre que l'avortement soit autorisé en France. Et, Madame la Ministre, vous avez bien voulu citer Simone de Beauvoir. Si vous le permettez, je citerai Simone Veil, qui s'est adressée, au cours de ce débat, qui s'est adressée à la jeunesse, en disant « Cette jeunesse est courageuse, capable d'enthousiasme et de sacrifice, autant que les autres générations. Sachons lui faire confiance pour conserver à la vie sa valeur suprême. » Madame la Ministre, le propos est toujours d'actualité. Conserver à la vie sa valeur suprême. 40 ans après ces moments parlementaires qui furent des moments d'exception, vous venez, Madame la Ministre, nous présenter aujourd'hui une proposition de loi visant à créer un délit d'entrave numérique à l'IVG. Proposition de loi, pardon de le souligner, mais qui paraît à contre-emploi des positions de votre majorité en général sur la défense des libertés. Toutefois, que l'on ne s'y trompe pas, je veux dire ici, par le truchement de cette motion préalable, que notre groupe LR est attaché à un débat apaisé et rationnel sur ce sujet qui déchaîne toujours beaucoup de passion. Et s'il le fait ainsi, c'est simplement parce que ce sujet touche au plus intime de chaque Française et de chaque Français. De la même façon, je voudrais dire le plus solennellement possible l'attachement que nous avons au droit à l'avortement, qui est considéré par la plupart d'entre nous comme un droit fondamental. Cette liberté existe depuis plus de 40 ans et contrairement à ce que certains voudraient laisser croire, depuis quelque temps, cette liberté ne devrait pas être remise en cause, même, Madame la Ministre et chers collègues, même lorsque vous aurez quitté la majorité. D'ailleurs, cette proposition n'est pas un texte sur le droit à l'IVG et elle ne le renforce pas. C'est un texte sur la liberté d'expression et la liberté d'opinion. Cette mise au point étant faite, je me dois de vous dire que cette proposition de loi pose de nombreuses questions, tant sur la forme que sur le fond. Sur la forme, nous nous interrogeons avec les membres de notre groupe sur l'opportunité d'un tel texte. Est-ce vraiment nécessaire de faire croire qu'il existe un réel danger sur l'accès à l'avortement en France aujourd'hui? Pourquoi un tel empressement législatif dans le contexte actuel où l'accès à l'emploi, le droit à la sécurité sont parmi les véritables préoccupations de nos concitoyens? Pourquoi mettre autant en avant l'accès à l'avortement alors que nos politiques en faveur d'une meilleure contraception semblent moins visibles, Madame la Ministre, que le nombre d'avortements par an en France ne baisse pas puisqu'il se situe toujours aux alentours de 200 000, contrairement à certains pays voisins? Avons-nous bien conscience qu'un avortement, c'est toujours un échec, c'est souvent un drame? C'est donc sur le fond que notre opposition est la plus formalisée. Ce texte, et vous l'avez dit, Madame la Ministre, vous-même en commission, en reconnaissant que vous risquiez, dans la rédaction initiale, la censure du Conseil constitutionnel, ce texte flirte dangereusement avec la création d'un délit d'opinion.
Cela, nous ne pouvons pas le cautionner, et si c'est vrai sur ce sujet, ça le sera sur n'importe quel autre sujet. Vous commencez aujourd'hui sur l'IVG, vous ou d'autres d'ailleurs pourraient s'emparer peut-être de la brèche que vous auriez ainsi ouverte sur d'autres sujets. Qu'est-ce que la liberté d'opinion? Affirmée solennellement dès la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, et donc protégée par le Conseil constitutionnel. Elle signifie que toute personne est libre de penser comme elle l'entend, libre de penser comme elle l'entend, d'affirmer des opinions contraires à celles de la majorité et de les exprimer. Afin d'être effective, la liberté d'opinion doit s'accompagner du respect d'autres libertés, la liberté d'expression, qui permet à chacun d'exprimer librement ses idées par tous les moyens qu'il juge appropriés. Elle implique donc la liberté de la presse, la liberté de la communication audiovisuelle et la liberté d'expression sur le réseau Internet. Évidemment, et nous le savons bien, et nous sommes unanimes à le penser, elle implique également le respect d'autrui. Ainsi, les propos diffamatoires, racistes, incitant à la haine raciale ou au meurtre sont punis par la loi. Elle comporte des limites pour protéger les tiers. Nous y reviendrons. Le respect de la liberté d'association qui permet aux personnes partageant les mêmes opinions de s'associer au sein d'une même organisation, la liberté de réunion et la liberté de manifestation. Le délit d'entrave, tel qu'il est prévu aujourd'hui par le Code de la santé, vise à la protection d'une liberté accordée aux femmes qui le souhaitent d'avoir recours dans les meilleures conditions à l'IVG. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il prévoit une pénalisation de tout acte visant à empêcher ou tenter d'empêcher de pratiquer ou de s'informer sur une interruption de grossesse ou les actes préalables. Il est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende et personne ici, personne ne remet cela en question. Pour autant, l'honnêteté intellectuelle oblige à reconnaître qu'il existe une grande différence de nature entre le fait d'entraver les femmes qui ont choisi d'avoir recours à l'IVG, comme Madame la ministre, à juste titre, vous le rappeliez, le faisaient des commandos qui s'enchaînaient aux grilles des hôpitaux, par exemple. Et il y a une grande différence avec le fait de mettre à disposition sur Internet une information différente des sites officiels pour ceux et celles qui cherchent à s'informer et choisissent d'aller les consulter, y compris si ces sites proposent la mise à disposition de numéros verts, dits numéros d'écoute. Or, la sanction pénale prévue est la même, 2 ans d'emprisonnement, 30 000 € d'amende. Vous nous avez paru mal à l'aise, Madame la ministre, car vous savez que votre texte est fragile sur le plan juridique. Alors que vous avez largement répandu dans la presse l'idée qu'il était nécessaire de voir interdire ces sites Internet en les citant nommément, voilà que vous nous redites en quelque sorte maintenant qu'il ne s'agit plus de les censurer. Comme d'autres ici, j'ai consulté ces sites. Alors, bien sûr, il y a beaucoup de témoignages de femmes qui ont mal vécu leur IVG. Est-ce ce genre de témoignage que vous voulez faire disparaître de la toile? En quoi cela peut-il être considéré comme répréhensible? Voulez-vous vraiment contester à autrui son droit naturel, c'est-à-dire sa faculté de raisonner librement? Vous savez, j'ai été étonné, comme vous sans doute, j'ai été étonné en observant le site Internet du gouvernement du témoignage d'un gynécologue interrogé sur les conséquences possibles d'une IVG. Celui-ci balaie d'un revers de la main la souffrance de certaines femmes dans un langage, pardon, Madame la ministre, puisqu'il s'agit du site du gouvernement, dans un langage qui paraît tout à fait désinvolte, juste un petit extrait. Au moment de l'IVG, c'est sûr que ce n'est pas un moment très agréable à passer, on s'en doute. Mais là, c'est comme pour la douleur physique. Il y a des femmes qui le vivent, on va dire, plutôt bien, et il y a des femmes qui le vivent plutôt mal, donc qui sont tristes et qui pleurent. Bonjour le secours que vous apportez. Bref,
Vous avez donc pris la précaution de préciser que vous ne voulez pas entraver la liberté d'expression. Mais, Madame la ministre, vous feignez d'ignorer que sans la liberté d'offenser, la liberté d'expression cesse d'exister. Et malgré l'amendement que vous avez fait adopter en commission, votre texte dépasse clairement la frontière entre l'entrave et le délit d'opinion. Vous voulez interdire de diffuser ou transmettre par voie électronique ou en ligne des allégations, indications de nature à induire intentionnellement en erreur dans un but dissuasif sur les caractéristiques ou les conséquences médicales d'une interruption volontaire de grossesse. Alors passons d'abord sur le fait qu'il paraît assez difficile de considérer qu'une information présentée de façon même tendancieuse puisse constituer un délit d'entrave dans la mesure où elle n'est pas imposée, elle n'est imposée à qui que ce soit, mais qu'il faut aller la chercher. Passons. Mais si l'on vous suit, vous voulez instaurer un contrôle de l'objectivité de l'information sur Internet. C'est particulièrement chimérique, voire dangereux. La régulation de l'information sur les réseaux sociaux reste une véritable interrogation. Les collègues membres de la Commission des affaires culturelles peuvent témoigner de l'importance de cette réflexion. Et vous voudriez le faire par le prisme de l'IVG. Ça paraît tout à fait utopique. Quand votre texte évoque des indications ou présentations faussées et de nature à induire intentionnellement en erreur, on se demande tout de suite, mais qui va contrôler cela? La réponse que vous nous apporterez sûrement tout à l'heure, Madame la Ministre, c'est que c'est le juge. Mais selon quels critères? Sur un sujet aussi complexe et sensible que l'IVG, le traditionnel binaire pour ou contre est particulièrement réducteur. Qui peut prétendre, sur un sujet de cette nature, à la neutralité? Affirmer, par exemple, que l'avortement a des conséquences physiques et psychologiques que vous niez, est-ce une allégation faussée? Imaginons le même genre de texte qui viserait à limiter les opinions sur d'autres sujets, le réchauffement climatique, les perturbateurs endocriniens ou l'écriture de l'histoire, par exemple. Tout le monde, vous, Madame la Ministre, vous, Madame la Présidente, vous, Madame la Rapporteure, vous seriez les premières à crier à la censure. À moins que vous ne souhaitiez que ce contrôle de l'objectivité revienne à l'État. Mais là encore, vous outrepassez clairement le contrôle qu'il peut exercer sur la liberté d'expression et qui doit se cantonner à interdire les propos diffamatoires, racistes, incitant à la haine raciale ou au meurtre, qui sont fort heureusement déjà punis par la loi. Attention, Madame la Ministre, l'État devient violent lorsqu'il s'en prend aux âmes. On ne peut pas réserver un traitement spécifique à l'IVG sans que cela ait des conséquences beaucoup plus larges. Ce n'est pas au gouvernement de décider ce qui est information légitime et ce qui ne l'est pas. Faute de quoi, nous entrons dans le régime de la censure et de l'arbitraire que vous ne voulez pas. Si ces sites incitaient réellement à faire de l'obstruction, en appelant par exemple à une occupation de centres qui le pratiquent, la loi existante aurait déjà sévi. Allons plus loin. Le texte proposé précise bien que ces allégations seront pénalisées si elles sont présentées dans un but dissuasif. Pouvons-nous donc en déduire que si de telles allégations faussées sont présentées dans un but incitatif, il n'y aurait aucun autre problème? Il existe aujourd'hui un extrémisme montant qui refuse et menace les femmes qui choisissent d'avoir recours à l'IVG, et il faut que nous en ayons conscience. Mais il existe à l'inverse des pressions pour inciter les femmes à y avoir recours. Je pense à un fait divers que vous connaissez bien et qui a été repris récemment dans les médias. Exemple d'une femme racontant que son employeur lui avait recommandé, alors qu'elle annonçait sa grossesse, lui recommandait d'avoir recours à l'IVG si elle voulait garder son travail. Intolérable. On mesure bien ainsi l'extrême difficulté d'écrire un tel texte. Quand on vous écoute ou que l'on vous lit, on comprend bien votre volonté d'imposer une idée unique,
une vision restreinte sur un sujet aussi fondamental, en faisant condamner ceux qui pensent différemment de vous. Vous voulez le faire parce qu'ils proposent un discours différent sur l'IVG, mais c'est parfaitement leur droit de s'exprimer. C'est leur droit de s'exprimer. Une telle initiative s'avère liberticide, contraire à la France à laquelle nous croyons, la France des Lumières, revendiquant liberté de choix, d'expression et de réflexion. Vous voulez ainsi rompre la tradition de tolérance et de mesure de notre pays. Tout cela, Madame la Ministre, et vous le savez ou vous vous en doutez, tout cela est manifestement contraire à la Constitution. Une telle mesure dépasse le contrôle que l'État peut exercer sur la liberté d'expression, en réservant ainsi un traitement spécifique à l'IVG. Ce texte, s'il devait finir son parcours parlementaire, fera l'objet, de notre part, chers collègues, fera l'objet d'un recours devant le Conseil constitutionnel. Mais dans le fond, vous ne vous en souciez guère, puisque vous l'avez dit, ce qui compte vraiment, c'est l'impact que ce nouveau délit entraînera, avec une sorte d'anticipation, la peur du gendarme qui poussera les auteurs de ces sites à les fermer, et vous aurez ainsi le sentiment d'avoir gagné. Si ce n'est pas la création d'un délit d'opinion, vous appelez ça comment? Comme le dit Dominique Régnier dans une excellente tribune Paris à la fin du mois de septembre, l'appel, on peut s'appeler Dominique Régnier et pondre une excellente tribune, hein. L'appel à la réflexion constituera désormais une opinion que ce gouvernement juge urgent de réduire au silence. Loin des précieux enjeux de santé, loin du légitime droit des femmes, le projet de créer un délit d'entrave numérique n'est que l'expression d'une radicalisation idéologique. Nous nous posions la question de l'opportunité de la discussion de ce texte mal ficelé. Pourquoi ce texte maintenant ? Pourquoi en procédure d'urgence sur un sujet aussi sensible? La réponse, nous la connaissons, la réponse. Vous vous servez de ce sujet pourtant tellement intime, de ce sujet porteur souvent de grandes souffrances pour beaucoup de femmes, comme d'un marqueur idéologique. Nous ne vous suivrons jamais dans une telle démarche. La défense des droits de femmes mérite mieux. Chers collègues, nous le savons bien, nous sommes aussi bien à droite, à gauche, au centre, nous sommes soumis à des mots d'ordre de groupes parlementaires qui profitent généralement des votes pour montrer leurs muscles. Dans ce débat, chers collègues, de droite, de gauche, du centre, dans ce débat, nous sommes au-delà. Dans ce débat, nous sommes au royaume de l'intime et de la conscience. Chers collègues, nous pouvons tous tout fuir. Nous pouvons tout fuir, sauf notre conscience. Dans un autre débat, l'un de nos collègues, François Rochebloine, s'interrogeait. Nous ne pouvons rien faire contre notre conscience, car si nous ne l'écoutons pas, à quoi sert-elle? À nos collègues de la majorité, je dis très sincèrement, êtes-vous profondément certains que votre conscience personnelle vous commande de voter ce texte? C'est votre conscience et je la respecte. Alors, vous avez vu circuler sur les réseaux sociaux, ce témoignage de Guillaume Erner, journaliste de Charlie Hebdo. Et il y a quelques phrases très fortes. Je n'ai pas un argument contre les discours hostiles à l'IVG, j'en ai 1000. Du droit des femmes à disposer de leur corps jusqu'à la certitude qu'aucune de ces IVG n'est décidée de gaieté de cœur. L'IVG, c'est toujours un échec. Mais comment comprendre cette proposition de loi visant à condamner les sites Internet accusés d'exercer des pressions psychologiques ou morales afin de dissuader de recourir à l'IVG? Je poursuis au nom de Guillaume Erner. Vous vous souvenez de la phrase attribuée à Voltaire, usée par des générations de lycéens? Je ne suis pas d'accord avec ce que vous venez de dire, mais je me battrai jusqu'au bout pour que vous puissiez le dire.
Eh bien oui, cette phrase doit s'appliquer. Cette phrase doit s'appliquer à toutes les opinions, même celles que l'on trouve ignobles, tant qu'elles sont autorisées par la loi. Ce délit d'entrave à l'IVG est une très mauvaise nouvelle pour tous ceux qui sont favorables au droit à l'avortement. Croyez-vous nos arguments si faibles qu'il faille interdire ceux de nos adversaires? Voilà, Madame la Ministre. En conclusion, il me reste à votre endroit cette question lancinante. Au terme de 5 ans de mandat, votre gouvernement est-il si faible qu'il en oublie le sens même de la tolérance? La tolérance, qui n'est jamais que ce refus de l'usage de toute autre arme que l'expression de la pensée. Pour toutes ces raisons, chers collègues, je vous remercie de bien vouloir adopter cette motion de rejet. Merci. Alors, j'informe l'Assemblée que sur la motion de rejet préalable, je suis saisi par le groupe socialiste d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. J'en viens à moi qui demande de prise de parole, j'en viens aux expressions des groupes. Alors, la parole est à... Vous n'avez pas demandé l'avis de la commission. Avis de la commission, Madame la rapporteure. Je vous ai demandé, mais vous ne vouliez pas prendre la parole. Avis contre, parce que je pense que nous aurons l'occasion de revenir sur tous les arguments. J'en ai donné quelques-uns dans ma déclaration. Il ne s'agit pas de liberté d'expression, de liberté d'information, mais il s'agit d'une entrave. Je pense qu'on aura tout le temps de s'en expliquer. Merci, Madame la ministre. Défavorable. Défavorable.